Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Parce que moi, en dehors de la quantité, ma vision des choses a toujours été de faire de la qualité. En tout cas, d'essayer, quoi. Et je suis pas là pour chier 150 vidéos YouTube par semaine et voilà. Je tente l'aventure à 100%. Et on est en 2014, on est encore très loin du monde d'aujourd'hui de l'influence et comment dire, du respect qu'on peut avoir envers ce métier global que c'est que l'influence. Mais n'empêche, j'avais ma passion qui me disait, mais mec, qu'est-ce qui te fait te donner le sourire le matin quand tu te lèves ? Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bruno Maltor, influenceur voyage le plus influent en France, éditeur du blog votretourdumonde.com, créateur de contenu depuis 2012, Bruno nous emmène dans ses voyages autour du monde sur sa chaîne YouTube, son compte TikTok et son compte Instagram. Bruno est un vrai passionné du voyage, il va nous parler de collaboration, de voyage bien sûr, et de train. Bonjour Bruno. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super. Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, il peut y en avoir quelques-uns, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes ? Ouais, je pense qu'il y en a même pas mal qui ne me connaissent pas. Je suis pas Cyprien ou Norman. Donc, je m'appelle Bruno Maltor. J'ai vraiment un prénom de tonton. C'est mon vrai prénom. Et je suis blogueur voyage depuis 10 ans, littéralement, parce que j'ai lancé un blog sans aucune prétention en 2012, à une époque où j'étais encore étudiant. Et j'étais dans ma chambre à Shanghai, là où je faisais mon stage dans le web marketing, un terme que peu de monde connaissait à l'époque. Et je me suis dit, j'ai une passion qui est le voyage, j'ai des compétences en web marketing, je vais faire un blog voyage et on verra bien où ça va m'amener. À l'époque, il n'y avait vraiment pas de terme d'influence, tu le sais comme moi. À l'époque, quand tu disais à tes potes, j'ai lancé mon blog, on te disait, mais mec, t'as un Skyblog, on s'en fout. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait ça par simple passion et dans le but de voir ce que ça pouvait donner, quoi. Donc, mon blog s'appelle Votre Retour du Monde, il s'appelle toujours comme ça, votretourdumonde.com si vous êtes curieux. J'ai fait une refonte entière du blog pendant le premier confinement parce que j'avais que ça à foutre. Et donc, c'est l'avantage. C'est ça, ouais. Ce genre de projet que ça faisait 5 ans que je me disais, je le ferai un de ces 4. Et... que tu n'as jamais le temps de faire. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, ça a commencé avec un simple blog, mon aventure de blogging ou d'influence, comme on peut appeler ça aujourd'hui, entre guillemets. Et j'ai grandi avec Internet. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé qu'avec Facebook et Twitter, qui à l'époque étaient les maîtres du monde. Puis après, je me suis mis un petit peu à la vidéo. Et quand je faisais de la vidéo, je n'osais pas me montrer. J'étais trop timide. Mais il y a les stories sur Snapchat qui sont arrivées. Et je trouvais ça révolutionnaire parce que je pouvais faire n'importe quoi. Ça allait disparaître en 24 heures au pire du pire. Donc j'avais beaucoup moins peur. Puis après, je me suis dit, vas-y, je suis plus à l'aise à la caméra. Donc je me suis mis à faire du vlog sur YouTube. Mais du vlog pas coucou, aujourd'hui j'ai mangé des pâtes. Du vlog pour raconter des anecdotes, transporter les gens avec moi en voyage où j'ai pu aller partout autour du monde, que ce soit en France, en Europe ou même un peu plus loin. Et puis, j'ai grandi avec Internet, comme je disais, et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir environ 1,4 million d'abonnés sur tous mes réseaux en cumulé. Et ce que je trouve super cool, c'est que je suis pas dépendant que d'une seule plateforme. Il y a plein de créateurs qui sont que sur Instagram ou que sur YouTube ou bref, que sur une plateforme. Moi, j'ai toujours essayé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, justement dans le but de me dire si demain, telle plateforme s'effondre, tombe, ralentit, c'est pas grave parce que j'en ai une autre. Par exemple, je reviens sur Facebook parce que mine de rien, en 2012, Facebook était le roi du monde et a été le roi du monde et est sans doute encore le roi du monde, le groupe Meta en tout cas aujourd'hui, mais mine de rien, le Facebook d'aujourd'hui n'a pas du tout la même puissance, je parle bien de Facebook.com, qu'il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, si on avait dit, mec, tu verras, dans 5 piges, Facebook, ça va être très chaud, etc., personne n'y croyait. Mine de rien, j'avais déjà plus de 200 000 abonnés sur Facebook. Et si j'avais continué à miser que sur Facebook, aujourd'hui, je pense que je serais en train de pleurer chez moi en PLS dans mon lit. Non, mais moi, je dis toujours, tu as une chance d'avoir créé un blog où tu es propriétaire. Exact, aussi. Et locataire des plateformes. Ouais, ça, c'est pas non plus à l'abri qu'une plateforme ferme ou
l'algorithme change et donc tu perds tout ton abonné. Donc, quand on a vu Vine aux US, Ouais, par il y exemple. avait des Viners qui étaient spécialisés sur ça, donc c'est génial parce que Ouais. c'est très court et tout, mais le jour où ça a fermé, ils ont dû se réinventer, quoi. Et c'est ça. D'où l'importance de ne pas dépendre que d'une seule plateforme. Et quand je dis que j'ai 1,4 million d'abonnés, alors aujourd'hui c'est marrant, j'ai encore du mal à le penser moi-même, mais ma plateforme numéro 1 en nombre d'abonnés en tout cas, c'est TikTok. Alors que pour moi, ça c'est reste. l'algorithme. C'est On connaît pas tout. Voilà. On connaît pas tout. Exactement. Aujourd'hui, j'ai bientôt 400 000 abonnés sur TikTok. J'en ai gagné 200 000 en moins d'un an. C'est un truc de fou. Ouais. En termes d'évolution, d'explosion, j'ai jamais connu ça. En 10 ans de blogging ou d'influence, appelons ça comme on veut, j'ai jamais vu une telle évolution. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de TikTok, sans aucun doute, c'est que du jour au lendemain, tu as des inconnus qui peuvent exploser, devenir très, très pertinents dans une thématique, etc. Mais bon, après, j'ai quand même du Instagram où on est 360 000. J'ai LinkedIn où on est quasiment 200 000. J'ai Facebook. 200 000. Ouais. Mais ça fait 2-3 ans que je suis sur LinkedIn et que j'y crois beaucoup. Là, il y en a beaucoup qui arrivent, des gens, des créateurs sur LinkedIn, c'est super intéressant. Mais moi, ça fait au moins 3-4 ans même, je dirais, que j'y crois et que je publie de façon régulière sur LinkedIn. Parce que je trouve que... Tu publies tes voyages, pareil que ce que tu fais sur les autres réseaux, ou c'est une autre approche? Non, alors, j'essaie quand même d'avoir une approche un peu plus pro, mais je partage par exemple des coups de cœur, je partage mes best cases, je partage des coups de gueule aussi parfois, quand ça me saoule, qu'on tape un peu trop sur le monde de l'influence, parce qu'on met tout le monde dans le même panier dans le monde de l'influence. On va en parler. Des fois, ça me fatigue ce genre de sujet, donc j'en parle. Enfin, j'essaye d'aborder le monde de l'influence de façon générale, et bien entendu, mon monde à moi de l'influence aussi, pour partager ce qui marche bien parfois, par exemple, typiquement sur TikTok, qui même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, reste une inconnue pour beaucoup de gens qui peuvent me suivre par exemple sur LinkedIn. Je partage un peu des bons plans, des choses que j'ai identifiées qui me semblent pertinentes, etc. Et ça marche super bien. C'est un des réseaux où j'ai le plus d'engagement aussi, LinkedIn, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prend la parole sur cette thématique-là, de mon univers en tout cas. Tu vois, il y a plein d'agences qui parlent, mais des influenceurs, entre guillemets encore. Je vais dire entre guillemets à chaque fois sur le thème influenceur parce que je vais le dire tout de suite. Alors on va le faire maintenant. Ouais. C'est un terme que j'apprécie pas forcément, tu vois. Bon, comment tu te définis alors? Voyageur Ouais, avant tout, évidemment passionné par tout ce que je fais, parce que pour revenir sur le pourquoi du comment je parle de voyage, c'est parce que c'est ma passion qui m'anime depuis tout petit. Moi, je viens d'un lieu-dit de 200 habitants en Haute-Loire où il y avait plus de vaches que d'habitants. Il y en a toujours plus d'ailleurs que d'habitants. Ça n'a pas explosé en nombre d'habitants depuis. C'est peut-être eux qui suivent sur TikTok. Hein. Mais du coup, mes parents avaient affiché une immense carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 4 ou 5 ans. Et du coup, pour moi, c'était un truc de fou. Je voyais les noms des capitales de tous les pays du monde et je me disais, mais c'est Avatar, c'est Harry Potter, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'existe pas vraiment. Et je m'amusais à apprendre le nom de ces capitales, les Ottawa, etc. Et je demandais à mes parents de me faire rester avant de dormir. Moi, ma passion, elle vient de là. C'est tout bête. C'est pas du bullshit storytelling. C'est la vraie vérité. Malheureusement, j'ai oublié tous les noms des capitales, je tiens à le dire. Mais tu connais bien la planète maintenant. Voilà, exactement. Mais de ça pour dire que je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Ta passion du voyage est venue de là. Ouais, ma passion du voyage elle est totalement venue de là. Et après, j'ai grandi avec cette passion-là et c'est devenu, au final, un peu par hasard mon métier. Parce que, comme on le dit, en 2012, quand tu lances un blog voyage, tu peux pas avoir la prétention d'en faire un taf. Non, et même en 2014, une thématique pas forcément évidente. Enfin, il y avait des blogs mode, il y avait d'autres blogs beauté, tout ça, on peut comprendre. Mais de là, là, le voyage, c'est ouais, pas déjà évident. Voyage. Et en plus de ça, de là à être légitime dans le monde, tu vois, qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est pertinent. Il y a des gens, comme on le disait juste avant, qui veulent être influenceurs. C'est leur envie. Mais moi, quand j'ai lancé mon blog, je voulais juste kiffer. Et tu voulais voyager. Pas être blogueur. Ouais, c'est ça. Tu voulais voyager. Je voulais voyager, partager mes aventures et partager mes bons plans et même un peu kiffer sur mes compétences en web marketing parce que je trouvais ça ultra kiffant de te dire je suis premier sur le mot-clé que faire à New York. Ça vraiment, je me disais putain, je suis ça, c'est la satisfaction particulière. Ouais, à l'époque, c'était vraiment mon bonheur ultime, c'était d'être numéro 1 sur un mot-clé, quoi. J'avais réussi à être numéro 1 sur toujours ou pas T'es toujours ou... Non, moins maintenant. Redescendu. Parce que même si je considère toujours mon blog voyage, la preuve, j'ai fait une refonte de mon blog il n'y a pas si longtemps, etc. Ça reste moins la chose que je vais développer en numéro 1 en temps de travail, etc. aujourd'hui, parce que je suis sur plein de plateformes, comme tu l'as compris, et mine de rien, tu peux pas tout faire tout le temps. Non, donc, et puis ça prend du temps d'écrire, c'est autre chose, quoi. Le blog, c'est du temps long. C'est du temps long. Après, ce qui est intéressant aussi avec le blog, c'est que ça reste sur le long terme aussi, du coup. Tu vois, quand tu fais une vidéo YouTube, ça reste sur le long terme. Quand tu fais un article sur ton blog, ça reste sur le long terme. Quand tu fais une story Instagram, ça va moins rester. Quand tu fais un post Instagram, les gens vont liker, mais ton engagement, il va se jouer sur 48 heures environ. Ouais. TikTok,
c'est une semaine grand max, ça dépend vraiment aussi de l'algo. TikTok qui dit une seconde égale une vue, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ils font tous un peu ça en ce moment, à part YouTube. Mais du coup, ça peut dire que le mot de l'influence, pour en revenir à ça, je trouve qu'il est ultra gourou, ultra négatif. Il met tout le monde dans le même panier, ce qui a tendance à me fatiguer un petit peu. C'est un peu comme si on disait qu'un artiste, ça pouvait correspondre à les chanteurs, les DJ, même un mec qui va te faire tu vois, qui va être les artisans de l'année, tu vois ce que je veux dire, avec les pâtissiers, etc. Tous ces gens, c'est des artistes, mais on va pas quand même les appeler tous des artistes forcément. En tout cas, on va pas mettre tout le monde dans ce même panier. C'est intéressant. Du coup, on va peut-être arriver à des thématiques et des catégories de créateurs de contenu. J'aimerais bien. Pour vous qualifier, quoi. Alors. J'aimerais bien. La prochaine phase. C'est intéressant. Ouais, exactement. Parce que ce terme influenceur, il me chagrine toujours un petit peu. Après, il a le mérite de professionnaliser quand même un univers. Quand tu dis que t'es influenceur, peut-être qu'on te prend un peu plus au sérieux aujourd'hui qu'auparavant. Il a peut-être ce mérite-là de montrer que c'est quelque chose qui existe, qui est sérieux, mais j'ai quand même du mal avec ce terme. Je préfère inspirateur, par exemple. Mais inspirateur, ça fait trop pas très aspirateur. Donc c'est un peu compliqué. On est d'accord, ouais. Voilà. Donc j'ai pas encore de terme exact pour présenter ce que je fais. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est vrai, quand tu regardes un peu la sémantique par rapport à ça, c'est qu'influenceur, c'est le mot connu du grand public. Voilà. Parce que les médias l'utilisent, parce qu'on l'a nous-mêmes utilisé professionnel, parce que ça rassemblait pas mal de choses qui fonctionnaient. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à des influences différentes. Il y a des influenceurs qui ont plutôt mauvaise presse, qui ont des mauvais comportements. Donc c'est là où on est plus à l'aise. Parce qu'être dans le même panier que ces gens-là, entre guillemets, on ne fait pas le même métier. C'est ça. Si ça peut être un métier pour eux. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas dans la même catégorie. Mais c'est ça qui est aujourd'hui et aussi, je trouve, frustrant pour les créateurs de contenu, anciens blogueurs, anciens Instagrammeurs, anciens ce que tu veux, parce que on veut pas être associé à ces gens. Je pense que les démarches sont complètement opposées. Eux, ils sont venus pour faire ça, et vous n'êtes pas venus pour faire ça. Vous êtes venus par passion, et par défaut, vous en vivez, ce qui fait votre métier. C'est clair. Mais c'est parce que vous en vivez. C'est pas parce que... En fait, c'est exactement ça. C'est que, je vais prendre mon exemple, ça fait 10 piges que je suis dans le milieu et mon audience, elle a évolué avec moi au fil du temps, etc. Et je connais la valeur de ouf qu'elle a, à mes yeux notamment. Genre, j'essaye au maximum de répondre aux gens qui me suivent sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, etc. Dès qu'il y a des commentaires, je suis au plus proche de ma communauté. Et c'est une fierté d'ailleurs parce que je trouve ça trop cool de pouvoir répondre aux gens de façon régulière, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui le font forcément. Mais tu vois, et sans rentrer dans les gros clichés, un mec qui sort de la télé-réalité, qui a 1 million d'abonnés du jour au lendemain, son audience, peut-être qu'il s'en fout un peu plus. Parce que mine de rien, il n'a pas la valeur du travail pour en arriver là. Et il va se dire juste, c'est une valeur monétaire, mon audience. Je vais faire le max de collab en 3 mois. Bas les couilles si ça ne correspond pas à mes valeurs, etc. Moi, je suis vraiment à l'opposé de ça, quoi. J'essaye vraiment, on en parlera un petit peu sans doute après, mais toutes mes collabs, j'ai choisi en bonne et due forme par rapport à mes valeurs, par rapport à mon univers, par rapport à ce que ça peut apporter à mon audience, etc. C'est primordial pour moi depuis 10 ans, depuis mes toutes premières collaborations. Mais justement, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un créateur de contenu, entre guillemets, no buzz, c'est-à-dire où tu vas construire sur le long terme ton image, tu en as parlé, tu es sur plein de plateformes différentes, qui ne sont pas arrivées en même temps d'ailleurs, qui sont venues séquentiellement dans un temps différent. Ouais. Mais est-ce que tu te considères quand même comme un influenceur ? Allez, je vais dire influenceur, parce que c'est plus simple. Chaque fois, créateur de contenu, c'est trop lourd. Mais un influenceur sur la longue traîne, qui évolue avec son temps, avec sa plateforme, enfin avec les plateformes, et avec ta communauté. J'imagine que ta communauté te suit peut-être depuis le début et grandit avec toi. Exactement. C'est intéressant. C'est bien, ça. C'est intéressant même parce que tu vois, effectivement, la communauté qui grandit avec moi, bien évidemment. Notamment, moi d'ailleurs, je ne voyage pas de la même façon aujourd'hui que je ne voyageais quand j'avais 20 piges et que j'étais en échange universitaire à Lima au Pérou alors que j'avais fait mon LV2 et que j'arrivais en me disant hola que tal, c'était la chose que je savais dire en espagnol. On sait tous te dire. Extraordinaire, meilleur moment de ma vie. On est bilingue en espagnol. C'était fou. Quand tu te fais arnaquer 2 ou 3 fois par un taxi, t'apprends vite la langue bizarrement. Ça vient vite. C'était un peu plus cher que ce que je pensais finalement. D'accord. Tout ça pour dire que le côté no buzz, j'ai envie de dire oui et non. Oui parce que mine de rien, comme ça fait 10 piges que je suis là, il y a quand même vraiment surtout un travail de fond qui fait que je suis pas passé du jour au lendemain de 100 000 à 400 000 abonnés, etc. Même sur TikTok, je disais que j'ai gagné 200 000 abonnés en un an, mais c'est aussi en publiant 5 à 6 vidéos par semaine sur TikTok. Ouais. Donc c'est pas une vidéo qui me fait buzz. C'est pas par hasard. C'est du long terme, etc. Ceci étant dit, j'avais fait pas mal de petites collabs qui m'ont permis de grimper au fil du temps.
Je pense qu'il y a peu de gens qui s'en rappelleront, mais j'avais créé une OP justement avec Accor Hotel, je pense à Antoine Dubois notamment, parce qu'on en parlait juste avant. J'avais créé le meilleur stage du monde à une époque. Et en fait, c'était une idée que j'avais eue en tête toute bête. Hein. Genre, j'étais au fin fond de l'Australie, dans un désert, et j'avais beaucoup trop de taf. Et je me disais, waouh, j'ai beaucoup trop de travail pour une seule personne. Va falloir que je recrute quelqu'un et j'aimerais bien prendre quelqu'un sous mon aile, justement un stagiaire. Et je me suis dit, mais en fait, quitte à recruter quelqu'un, autant le faire à 300%, quoi. Et je m'étais dit, tiens, je vais créer le meilleur stage du monde. J'étais encore jeune à l'époque, donc ça me faisait marrer. C'est top. Mais oui, il y avait eu le meilleur job du monde. Ouais. Avec l'Australie. Exactement. L'Office du tourisme d'Australie qui avait fait le premier buzz dans le monde du voyage. C'est ça. Qui était le meilleur job du monde. Exactement. Qui avait fait des castings internationaux et qui avait vraiment recruté quelqu'un pour s'occuper d'un parc ou d'une zone protégée. Il y avait plusieurs personnes qui avaient été recrutées pour plusieurs régions de l'Australie. À l'époque, nous, on travaillait pour Europe Assistance et on avait fait pareil, le meilleur job du monde avec un jeune qui est vachement bien d'ailleurs maintenant. Qui avait gagné, qui était parti au bout du monde. Donc c'est top. Extraordinaire. Ils avaient fait ça. Le stage du monde, c'est top ça. Mais c'était un peu la même chose, mais pour les stagiaires, parce que souvent, n'empêche, les stages, c'est pas les jobs les plus, plébiscités. Souvent, tu trouves un peu par défaut, etc. Malheureusement. Et moi, je m'étais dit, putain, non, moi, j'ai envie de proposer quelque chose de ouf à quelqu'un qui va m'accompagner. Donc, du coup, tu vois, j'avais trouvé un appart de fonction à Prague. Parce que je m'étais dit, c'est quoi un stage de ouf à mes yeux? Je m'étais dit, déjà, c'est un stage qui n'est pas forcément basé en France. Parce que moi, j'ai fait des stages à Montréal, j'ai fait des stages à Shanghai, j'ai fait des stages en Allemagne. Et c'était trop bien comme expérience parce que c'est quand tu es jeune que tu peux te permettre ça, notamment. Enfin, pas que quand tu es jeune, mais quand tu es jeune, c'est encore plus simple. Non, puis tu es dans l'apprentissage. Donc ça c'est ça. Ça te permet d'apprendre x10 sur toi-même, etc. Évidemment, on va pas apprendre qu'est-ce que tu apprends le voyage, quoi. Mais donc, du coup, j'avais trouvé un appart de fonction à Prague, capitale de la Tchéquie. Le stage était payé 1 000 € net par mois. Et en public check, quand ton appart est déjà payé, je peux te dire que 1 000 € par mois, t'es vraiment très bien. Ouais. Et en plus, tu allais m'accompagner pendant 6 mois un peu partout autour du monde. Donc du coup, on était allé avec Sarah qui avait gagné le fameux stage. On était allé en tour d'Europe en train ensemble. On était allé en Californie. On était allé en Polynésie française, à Tahiti. On avait fait plein de voyages extraordinaires. Et tout ça, j'avais vendu le concept à Accor Hotel à l'époque. Et ça pour dire que rien que sur l'OP en elle-même, on avait touché 43 millions de personnes, quelque chose comme ça, pendant la phase de recrutement, parce qu'on était passé sur Europe 1, parce qu'on était passé sur plein de trucs. Et c'est l'amplification média, ça c'est... Ouais, en amplification média, c'était extraordinaire. Mais c'est ça que j'adore avec mon taf, d'ailleurs, on va en parler sans aucun doute. Mais c'est le côté, genre, t'as une petite idée au fin fond du désert en Australie, t'en fais un concept, t'achètes le nom de domaine lemeilleurstagedumonde.com, lemeilleurstagedumonde.fr parce qu'ils sont dispo et t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est dispo ça? T'achètes et après t'imagines tout en fait. Et vraiment c'est ça qui est trop cool avec ce taf. Donc ça pour dire que le côté no buzz, je pense qu'on peut pas dire que je suis quelqu'un qui sort du buzz en tant que tel. J'en ai fait quelques-uns. En fait, quand je veux dire ça, c'est-à-dire que tu cherches pas du buzz pour recruter. Tu cherches à faire des coups marketing parce que tu as une formation marketing. Aussi, ouais. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça intègre une dimension communicant dans ton job de tous les jours. Ouais. Et c'est ce qu'on vous demande aussi des fois, c'est de faire vous-même votre propre marketing. Donc il faut être à l'aise avec ces notions-là. Totalement. Il y en a plein qui ne sont pas du tout à l'aise. Hein, et ça se respecte aussi. Mais en tout cas, c'est une force, je trouve, pour un influenceur d'avoir ces compétences-là. Parce que du coup, c'est les plus belles histoires, parce que tu crées ton concept, tu le mets en place, tu le proposes à des marques qui vont venir te suivre ou pas sur ce sujet-là. Exact. T'es maître de toi-même, quoi. T'as tout en main, quoi. Ça, c'est kiffant, quoi. Et je trouve ça fou de voir effectivement une petite idée qui germe, qui devient un concept qui touche des dizaines de millions de personnes. On avait reçu des milliers de candidatures, des vidéos, des CV originaux, des sites dédiés, des gens qui avaient fait des sites pour candidater. Fou. Enfin, c'était trop cool. Si t'avais pas fait ça, t'aurais fait quoi? Avec tu veux dire mon formation, Shanghai, ton stage à Shanghai, t'aurais pas eu cette idée-là? Tu te voyais dans consultant, tu te voyais dans quoi? C'est marrant parce que t'as peut-être pas eu le temps d'y réfléchir. Bah du coup, moi j'ai fait alors quand j'étais au collège-lycée, je voulais faire journaliste. C'était un métier qui me passionnait pas mal, d'être sur le terrain, tu vois, etc. En tout cas, j'avais cette idée en tête du journalisme. Bon, ça, c'est pas mal, du coup. C'est plutôt raccord avec aujourd'hui. Un peu. Faut pas dire ça aux journalistes qui vont écouter qu'on fait un taf similaire. Ça va pas plaire à certains. Mais en tout cas, c'était un métier qui me passionnait pas mal. Je trouvais ça super enrichissant de pouvoir partir à la rencontre de personnes qui vont raconter des histoires, etc. Donc, mine de rien, il y a un lien avec mon taf d'aujourd'hui. Et après, j'ai fait un BTS communication. J'ai fait... de l'alternance en école de commerce, etc. Et en alternance de Master 2, je bossais chez TF1
une petite boîte dans l'audiovisuel. Française. C'est ça. Très locale. Et n'empêche, c'était une fierté pour moi parce que quand tu viens d'un petit village de Haute-Loire et tout, de bosser dans un si grand groupe, c'est trop cool. Donc je bossais à la régie pub et tout. Et TF1 m'avait proposé un CDI. Donc on était en 2014. On était en septembre 2014. Je revenais de mon Je revenais de mon échange universitaire à Lima au Pérou. Et donc TF1 m'a proposé un CDI parce que on avait bien bossé ensemble. Et justement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai deux options. Soit je prends le CDI, c'est la classe, entre guillemets, parce que je bosse chez TF1, donc tes parents, tes grands-parents, ton entourage, ils pourront être contents pour toi, entre guillemets. Soit je tente l'aventure à 100%. Et on est en 2014, on est encore très loin du monde d'aujourd'hui, de l'influence et comment dire, du respect qu'on peut avoir envers ce métier global que c'est que l'influence. Mais n'empêche, j'avais ma passion qui me disait, mais mec, qu'est-ce qui te fait te donner le sourire le matin quand tu te lèves ? Est-ce que c'était TF1 ? Et j'aimais beaucoup mes collègues, mais j'aimais pas forcément mon taf. Ouais. Faire des PPT à longueur de journée et tout, ça me faisait pas bander. Heureusement, j'avais mes collègues, et ça, c'est un des avantages de ce genre de métier. C'est pas forcément ton taf, mais c'est tout l'environnement que tu vas avoir autour. Mais n'empêche, je me disais, mais ce qui te donne le sourire, c'est plus de bosser sur ton blog, quoi. De faire des trucs, d'inspirer les gens, de leur donner envie de partir à l'aventure à leur tour. Donc je me suis dit, voilà, c'est des options. Il y en a une où j'ai un CDI, où j'ai un salaire fixe qui est très cool, etc. Une où, franchement, à l'époque, vraiment, si je me tirais un SMIC, c'était déjà extraordinaire. Mais je me suis dit, YOLO, en fait. Littéralement, je me suis dit, only live once, allons-y. Et on verra ce que ça donnera. Et ça, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, ton chemin est pris et tu l'assumes aujourd'hui. Et tu as très bien fait, je trouve, de le faire, parce qu'en plus, c'est une belle thématique. Enfin, c'est enrichissant. Enfin, c'est inépuisable en termes de ressources, de voyage, etc. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Après, tu as le risque du débutant, mais comme partout. Ouais. C'est ça qui m'a permis aussi d'être un des premiers, effectivement, dans ce monde-là. Et sans doute, ce qui m'a permis... Tu vois, on me demande souvent comment tu as fait pour percer. Moi, j'ai pas percé. J'ai juste eu la chance de me lancer à un moment où personne voulait le faire. Et ça m'a sans doute donné un avantage parce que j'ai commencé à une époque où personne voulait se lancer. Oui, parce que moi, je me rappelle, tu étais quand même le premier blogueur voyage affirmé en tant que tel. Ouais, en tout cas, on n'était pas des masses, quoi. Il y en avait plein qui voyageaient, mais ce n'était pas leur thématique principale. Ouais, effectivement. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. En tout cas, tu faisais partie des premiers. Et même aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'autres types d'influenceurs qui sont créateurs de contenu, mais qui photographes, vidéastes, mais qui voyagent, d'accord ? Mais même influenceurs voyage, des vrais, pas juste celles qui vont faire les plages et qui vont mettre des maillots de bain au bord de mer, ça c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup, Il n'y en a pas, il y en a très peu. On est très peu, quoi. Tout ça pour dire que si j'avais dû faire un taf autre que mon métier de blogueur, j'aurais sans doute pris l'option du CDI chez TF1 et j'aurais sans doute fait ma petite carrière là-dedans. Mais en fait, très sincèrement, en dehors du métier de blogueur, il y a quelque chose que j'adore, c'est le côté entrepreneur, le côté, comme on parlait juste avant, du meilleur stage du monde. C'est tellement enrichissant et excitant de pouvoir imaginer des concepts, on voit si ça marche, on voit si ça marche pas, et voir ce que ça donne, voir si ça plaît aux gens et tout, que j'aurais été triste, je pense, si j'avais été dans un CDI un peu plan-plan, où je fais juste des PPT, des Excel à longueur de journée, ce que je faisais en alternance chez TF1. Et rien que pour ça, je pense qu'à moyen terme, j'aurais pété un câble et je me serais mis en freelance un jour ou l'autre, sans doute dans les médias, les réseaux sociaux, etc., parce que ça reste une grosse passion pour moi aussi. J'adore essayer, comme on en parlait de LinkedIn ou TikTok jusqu'avant. TikTok, je suis dessus depuis 2018, à une époque, ça s'appelait Musical.ly. Moi, j'adore essayer de déceler un petit peu en avant-première les futures thématiques, tendances des années à venir, comme LinkedIn. Tu vois, LinkedIn, ça fait 4 piges que je poste de façon régulière dessus. Là, aujourd'hui, depuis 6 à 9 mois, je dirais, il y a beaucoup de monde qui commence à comprendre l'intérêt de LinkedIn. Mais moi, j'adore, tu vois, essayer d'être un des premiers sur les thématiques. T'aimes bien hacker les algorithmes. Hein. J'aime bien. T'as commencé avec ton nom de domaine pour être sur Google. C'est ça. Puis après, chaque plateforme, tu vas aller trifouiller. En fait, t'es un geek. Ouais, moi, t'es un geek. C'est une passion. Comme je t'ai dit, je viens d'un village de Haute-Loire. Bruno n'est pas un influenceur voyage, est un geek. Ouais, exactement. Un peu des deux. Mais comme je te disais, je viens d'un village de 200 habitants en Haute-Loire. Ouais. Et n'empêche, quand t'as 15-16 ans dans un village de 200 habitants, tu remercies Dieu Internet d'avoir été créé. De t'avoir ouvert le monde. Quoi. Voilà, de t'avoir ouvert un monde. Moi, j'étais sur les forums à 15-16 ans. Je faisais des tutos pour apprendre à faire des. Attention, c'est le moment geek de Bruno. non, mais n'empêche, ça m'a aussi permis de grandir. Parce que Photoshop, j'adorais déjà à 12-13 piges. Donc, j'avais déjà des compétences, mine de rien, dans tout ce qui était web, audiovisuel et tout, assez jeune, quoi.
C'est une de mes questions, c'est comment aujourd'hui, est-ce que tu t'es... Alors, tu m'as déjà donné la réponse à peu près, mais tu t'es auto-formé finalement à la photo, à la vidéo. C'est tout en auto-formation chez toi. C'est beaucoup de l'auto-formation et effectivement, tout s'est passé notamment sur YouTube, les forums et tout. Tuto. Et en apprenant avec des gens aussi talentueux autour de moi. Mon meilleur pote s'appelle Arnaud Montagard, c'est un photographe pro qui habite à New York. N'hésitez pas à regarder son travail sur Instagram, il est extraordinaire. Et évidemment, c'est mon meilleur ami, je vais pas le tuer en direct. Mais mine de rien, voilà, c'est en côtoyant aussi des gens qui sont passionnants et passionnés que les deux vont de pair souvent. Et que tu apprends un peu de trucs par-ci par-là. Sarah, mon ancienne stagiaire, je reviens sur le Vernissage du Monde, c'est marrant, je parle plus beaucoup du Vernissage du Monde, mais là on en parlait juste avant, donc j'en parle. Elle était trop forte en vidéo, elle m'a énormément appris, etc. Donc c'est les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et aussi en t'entourant des bonnes personnes que tu apprends. Mais j'ai pas fait de formation spécifique à la photo ou à la vidéo. J'ai appris sur le tas. Mes premières photos de voyage sur mon compte Instagram, elles sont dégueulasses, comme tout le monde. Et je trouve ça cool d'ailleurs. Je les laisse parce que ça permet de... Et d'ailleurs, j'ai pas la prétention de faire des photos extraordinaires aujourd'hui, mais comparé à avant, mine de rien, c'est quand même mieux. Ça, je peux le concéder. Mais voilà, quand tu regardes mes premières photos, elles étaient dégueulasses. J'ai commencé comme tout le monde à faire des photos ignobles, format JPEG, low def, en pleine journée, 15 heures, avec 150 personnes autour de toi, le ciel est cramé, etc. Been there, done that. Mais n'empêche, mine de rien, j'ai appris au fil du temps. Et ouais, c'est auto-formation. Aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est d'avoir un outil qui s'appelle Internet. On n'utilise pas forcément toujours bien notre temps sur Internet. Moi, le premier, tu vas vite zoner, faire des trucs, alors que Internet, c'est une mine d'informations quand tu veux vraiment te pencher dessus, qui est sans fin, vraiment sans fin. Et aujourd'hui, donc, tu es toujours tout seul ? Parce que tu avais une stagiaire il y a quelques années. Mais aujourd'hui, tout ce qui est montage, vidéo, tu fais tout seul encore ? Non, heureusement. Rassure-moi. Impossible. Parce que sinon, c'est Superman. Non, j'ai recruté pas mal de monde ces dernières années pour m'accompagner sur des missions ponctuelles ou sur du long terme. Mais par exemple, ça fait 5 ans qu'il y a un très bon ami à moi qui s'appelle Clément, qui m'accompagne de façon régulière sur mes voyages et qui gère notamment, par exemple, pas mal de montages. Parce qu'en fait, un montage pour une vidéo YouTube qu'on va produire nous, c'est 2 à 3 jours de taf. Mais moi, je peux pas me poser 2 à 3 jours sur un montage parce que j'ai tellement de trucs à gérer que c'est ingérable. Mais donc, du coup, il y a quand même pas mal de monde qui m'accompagne aujourd'hui sur mes différents projets. On parle de Votre Tour du Monde, mais il y a aussi Périple qui est ma marque et tout. Je dirais qu'il y a une dizaine de personnes qui gravitent autour de mes nombreux projets. Et encore, ça peut même être plus, ça dépend de tout, mais de façon ponctuelle, régulière, c'est une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Donc ça, c'est quand même une entreprise aujourd'hui. Ouais, et c'est une fierté. Hein. Ouais, c'est top. Ouais, je suis trop fier de ça. Et du coup, c'est ce qui te permet d'aller vite, d'aller mieux, d'être entouré et d'être équipé aussi. Et même aussi de pouvoir effectivement faire plus de choses, tout simplement. Parce que quand tu dois... Moi, je veux être sur Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok et tout. TikTok, par exemple, j'ai... aujourd'hui, une stagiaire qui est là pour m'épauler et pour m'aider à trouver des idées de TikTok, à m'aider sur tout ce qui est montage, etc. Et ça, mine de rien, sans elle, ce serait très compliqué, Mathilde. Ouais. Donc, être accompagné, c'est une des clés pour pouvoir créer du contenu qualitatif, avoir du recul sur le contenu que tu vas produire et créer toujours des contenus qualitatifs. Parce que moi, en dehors de la quantité, ma vision des choses a toujours été de faire de la qualité. En tout cas, d'essayer, quoi. Ouais. Je suis pas là pour chier 150 vidéos YouTube par semaine et voilà. Mais je suis là pour essayer de bien faire les choses en fonction des plateformes. Alors, par exemple, TikTok, il faut être régulier, mais ça n'empêche que si tu as une personne qui est dédiée à ce sujet-là, tu peux avoir une régularité qui est quand même liée à la qualité aussi. En tout cas, j'ai toujours essayé de faire ça. Mais ça a impliqué d'être accompagné. Et moi, ça fait au moins quelques années que je peux pas tout gérer tout seul parce que mine de rien... il y a beaucoup de taf. Et quand tu es en voyage, tu shootes, tu envoies les contenus à quelqu'un qui n'est pas avec toi forcément ou comment tu fais tout après ? Ouais, non, alors quand je suis en voyage, il y a 2 parties. Il y a la partie où je vais faire ce que j'appelle le live blogging. Ouais. Ça va être les stories Instagram, les posts Instagram, ce que tu peux faire en live, quoi. Typiquement, j'étais à Bruxelles il y a 10 jours, je faisais mes stories et pour le coup, les stories, c'est moi qui vais les faire de A à Z, c'est moi qui les monte. J'essaye de faire des stories un peu quali et tout, pareil, encore une fois, parce que ça correspond à ce que je veux voir sur les réseaux, des trucs un peu quali. Après, il y a plein de gens qui font des stories un peu à l'arrache et je l'entends aussi,
parce que la story, c'est un peu format court, 24 heures et tout, donc why not. Mais moi, j'essaye toujours de faire des trucs un peu quali avec de la musique et tout. Je vais monter mes stories en live pendant mon voyage, le soir, quand je suis dans ma chambre d'hôtel ou je ne sais où. Les photos, je vais les partager aussi pas mal pendant le voyage. Et après, tu as l'autre partie après voyage qui va être la vidéo, le montage, qui va être l'article sur le blog, qui va être tous les contenus sur lesquels tu peux pas bosser en 2 heures et c'est ciao, bonsoir, c'est publié. Donc il y a 2 parties différentes. On fonctionne comme ça, quoi. D'accord. Mais non, on n'est pas en mode on envoie ça. Enfin, moi, je trouve ça important pour le coup, en fait, que la personne qui monte la vidéo soit venue avec moi pendant le voyage. Parce qu'on aura vécu le voyage ensemble. J'ai un peu de mal sur le concept d'envoyer les rushs à quelqu'un qui n'était pas du tout avec moi, qui n'a pas du tout vécu l'expérience que j'ai pu vivre. Il ne pourra pas la raconter, quoi. Voilà, et c'est l'essence même du voyage, en fait, que de vivre des expériences. Donc, tu vois, si c'est Clément qui vient avec moi sur un tournage, c'est Clément qui va monter la vidéo. Si c'est un autre freelance qui vient avec moi sur un tournage, Pierre, par exemple, prochainement, c'est Pierre qui montera la vidéo. Parce que même si je suis à la réal de façon globale et je vais te dire voilà ce que je veux raconter comme histoire, voilà les voix off que j'imagine, etc. T'es venu avec moi en voyage, t'as vécu le voyage avec moi et du coup tu sais ce qu'on peut raconter de façon honnête et transparente aux gens, quoi. Ouais, donc ça c'est plutôt équilibré. Ça permet d'avoir une équipe construite par projet qui vont être chacun responsable d'un sujet. Ouais. Et d'avoir une équipe, quoi. Ce qui est plutôt efficace, je trouve. Ouais. Sinon, tu peux pas tout faire, parce que déjà que les voyages, ça prend beaucoup de temps, déjà, en temps de soi. Un voyage, tu pars minimum, ça dépend des voyages, mais tu pars une petite semaine à chaque fois, quoi. Ouais, et puis c'est fatigant, enfin, il faut se lever tôt, se coucher tard. Enfin. On fait ça, ouais. C'est un peu ça, quoi. Tout en général. C'est sympa, mais ça bosse. Ça bosse beaucoup. Ouais. Mais c'est une thématique que j'aime bien aborder, le fait que c'est un vrai taf aussi, tu vois. J'ai déjà fait des vidéos, il y a 3 ans, juste après on continuera. Non, franchement... Il y a 3 ans, j'étais au Guatemala et j'avais fait une vidéo qui me faisait un peu peur à premier abord sur comment je gagne ma vie en fait en tant que blogueur voyage. Parce que mine de rien, en France, on a un problème sur tout ce qui est lié à l'argent et tout. Et je m'étais dit, putain, ça me fait chier parce que moi, c'est mon taf. J'en suis trop fier, comme vous l'avez compris. C'est une fierté, en fait, parce que j'ai lancé un petit blog voyage en 2012 et c'est devenu mon taf. Donc, j'ai pas de honte à avoir par rapport à ça. Ouais. Je suis trop fier. Mais du coup, il y avait cette thématique qui était jamais abordée sur, ok, c'est ton taf, mais comment tu gagnes ta life? Et j'avais des abonnés qui me demandaient en message privé et tout, comment tu fais et tout. Et en 2019, il y avait personne qui osait vraiment aborder cette thématique. Et je me suis dit, tu sais quoi? Encore une fois, YOLO, je vais faire une vidéo ultra précise où je t'explique de A à Z mon business model. En fait, c'est littéralement, je t'explique comment je gagne ma life. Et j'avais un peu peur en la diffusant sur YouTube et tout. Et je me suis dit, à tout moment, ça va être mal perçu. Les gens, ils vont se dire, ouais, le mec, en fait, il est que dans le business, il est mercantile. Et les gens vont pas percevoir que c'était avant tout une passion, que c'est devenu un métier, etc. Mais en fait, pas du tout, quoi. Les gens, il y a eu, je crois, entre 100 000 ou, enfin, je sais même pas, 200 000, 300 000 vues organiques sur ma vidéo. Et il y a eu 99,999% de retours positifs parce que j'ai pris le temps d'expliquer de façon posée comment je gagne ma vie et tout. Et je trouve que c'est bien, en fait, de prendre le temps de raconter ce genre de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est la transparence. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens sont pas dupes. Ils savent que tu vis. En tout cas. Maintenant. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on affiche les choses, c'est mieux vécu. Ouais. On parlait des journalistes tout à l'heure, quand ils font des reportages à l'autre bout du monde, ils disent pas qu'ils ont été rincés, machin, comme nous. Nous, on doit dire 25 mentions pour dire en collaboration. Et tout, ouais. Effectivement, aucun média ne dira en collaboration avec. Collaboration, ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cet exercice de transparence, d'honnêteté et de lien avec ta communauté. Et c'est parce que finalement, ce qu'on veut sur les réseaux, et pourquoi ça a marché au début, parce qu'on est authentique. Ouais, bien sûr. Si on joue un personnage, si on joue un rôle, ça a peu d'intérêt. Ouais, c'est il y en a qui le font très bien, mais parce qu'ils sont déjà dans le casting du personnage. Ouais, bien sûr. Et finalement, on veut voir le personnage jouer. On s'en fout de sa vie. Ouais, exactement. Donc, c'est pas la même chose. La même approche, ouais. Mais ça, c'est les recettes de l'influence. C'est qu'un influenceur qui fonctionne, c'est quelqu'un qui, normalement, est honnête, transparent. Exactement. Ne ment pas. Et après, qu'il soit bien, il n'est pas parfait, évidemment, mais c'est ça qui est sympa. Ouais. C'est pour voir des vrais gens. Ouais, exactement. Parce que sinon, si on veut des acteurs qui jouent bien, on va voir la télé. C'est totalement ça. Ouais. 100% en accord avec ce que Et aujourd'hui, tu n'as jamais été non plus attiré vers le monde de l'édition ou vers des guides qui t'auraient proposé de monter un média de voyage? Je me fais beaucoup draguer par les maisons d'édition, etc. C'est ça. Je suis pas le seul créateur à être dragué par les maisons d'édition. Léna a cartonné la dernière, par exemple, sur son bouquin, toujours plus. Mais en fait, justement, moi, pour l'anecdote, il y avait le directeur France, Didier, de Lonely Planet, qui m'avait contacté.
qui gère plein de maisons d'ailleurs, pas que Lonely Planet en France, et qui m'avait dit on aime beaucoup ce que tu fais, mais on aimerait bien faire un bouquin avec toi. Et moi, c'était avant le Covid, ça, donc c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et je m'étais dit, j'ai un peu la flemme de faire un bouquin pour faire un bouquin, un truc sur ma vie, mon œuvre, alors que j'ai même pas 30 ans, j'avais pas 30 ans à l'époque, j'étais encore jeune et insouciant. Je m'étais dit, un peu la flemme de faire ce bouquin. Donc j'avais dit à Didier, écoute, moi un bouquin, c'est non tout de suite. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je me vois pas en faire un. Par contre, je suis un grand joueur et je joue énormément aux jeux de société avec mes potes de façon générale. Donc si tu veux, on peut réfléchir à créer un jeu. Et pas un jeu juste culture générale, comme on en voit trop souvent dans la thématique voyage. Sans critiquer mes compères, mais il y a beaucoup de trucs, c'est juste du question-réponse. Quelle est la capitale du Canada, tu gagnes un point, etc. Voilà. Moi, je m'étais dit que je voulais un truc un peu plus fun. Bien sûr qu'il va quand même allier un peu de culture G, mais faire un jeu qui soit un peu plus... juste fun en fait, et stratégique, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé un jeu de société, notamment pendant le confinement aussi. J'ai beaucoup bossé visiblement pendant le confinement finalement, le premier en tout cas. Et on a sorti un jeu de société en fin d'année, il y a 1 an et demi, qui s'appelle Votre Tour du Monde, qui a fait 20 000 ventes. Et tu vois, comme quoi, quand tu as des petites idées toutes bêtes à la base, je crois qu'un best-seller, c'est à partir de 5 000, 6 000 ventes normalement, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on avait imprimé en première édition 6 000 jeu, et mon éditeur, du coup, Didier, m'avait dit si on vend les 6000, c'est déjà un très bon score, on pourra être fier de nous. Mais en fait, les 6000 étaient partis en 1 semaine, si je dis pas de bêtises. C'était ouf. Et on en a réimprimé 2 ou 3 fois. On est à peu près à 20 000 ventes aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Je suis plus trop les chiffres, D'accord. Mais voilà. Et du coup, le jeu, tout ça pour dire que c'est parti d'un contact sur des guides. Faire mon propre truc, mon propre bouquin. Moi, j'étais pas trop convaincu. En tout cas, j'avais pas cette prétention de pouvoir le faire tout de suite. Et ça a fini sur un jeu de société qui a bien marché. Donc on rejoint un petit peu le côté entrepreneurial. Tu as une idée, tu te dis, moi je suis joueur, ça me ferait kiffer de créer un projet lié à une de mes autres passions du week-end avec mes potes. On voit ce que ça donne. Et... Donc en fait, tu t'écoutes beaucoup. De quoi ? Parce que tu t'écoutes beaucoup en fait. Sur les différents projets. Parce qu'en fait, c'est tes besoins à toi. Donc c'est ton envie qui va un peu en tout cas, organiser ta vie. Si je suis pas convaincu par le projet que je lance moi-même, j'y vais pas, quoi. C'est sûr. Tu vois ? Et ça, c'est super important. C'est sûr. Est-ce que tu as une expérience de voyage mémorable ? Enfin, alors pas la première, pas la dernière, mais est-ce qu'il y en a une qui est vraiment a marqué ta vie, quoi ? Ouais. Bon, il y en a plusieurs, bien évidemment, parce que chaque voyage va te former un peu plus. Mais on parlait du Guatemala juste avant, donc je vais revenir sur ce voyage. C'était en 2019. Et en fait, au Guatemala, je vais passer tous les détails qui ont fait que ce voyage était extraordinaire, mais j'ai grimpé à un volcan qui s'appelle l'Acatenango, qui t'amène à 4000 mètres d'altitude. Et ce volcan est lui-même situé face à un volcan qui s'appelle El Fuego. Et El Fuego, il porte plutôt bien son nom, même si j'ai fait un mon LV2. Je comprends à peu près ce que veut dire El Fuego. Celui-là aussi, on connaît. C'est le copain de la piscine, bien évidemment. Et en gros, ce volcan était à 600 mètres de vol d'oiseau de ce volcan, qui est un volcan explosif et qui littéralement explose tout le temps, très régulièrement. Mais de façon régulière, sans que ce soit forcément toujours dangereux, hein, même s'il y a eu des histoires un peu sombres par rapport à ce volcan, mais c'est un volcan qui explose de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, etc. Et en fait, j'ai fait 7 heures de rando pour arriver en haut d'un volcan à 4000 d'altitude, pour me retrouver face à un autre volcan qui lui-même était en éruption toutes les 3-4 minutes. Et on était au-dessus d'une mer de nuages en mode coucher de soleil. Et là, t'es en mode, ça rejoint un peu tout ce que j'aime. L'effort, tu vois, genre t'es pas arrivé juste en voiture, au bord d'une route, face à un beau paysage. Ça, c'est trop cool. Mais moi, je sais que j'ai moins de plaisir, donc 99,9% des cas, à me retrouver tout de suite face à un beau paysage qui est servi sur un plateau à côté, tu vois, d'un grand parking, etc. Je pense à Yosemite, par exemple, aux US. J'avais adoré la Tunnel View, c'est la belle vue de Yosemite, etc. Mais mine de rien, il y a le parking qui est littéralement à 10 mètres de cette vue. C'est un peu par l'attraction, quoi. Et t'as tout le monde qui est là, des centaines de gens qui partent sur la route, qui crient, etc. Et tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, j'ai un corps de lâche, on va pas se mentir, mais j'adore mériter les paysages que je vais voir. Et c'est pour ça que je me suis mis à adorer la randonnée, par exemple, en voyage. Donc voilà, ce volcan, je l'ai grimpé pendant 7 heures. Et tu l'as mérité. Je l'ai mérité. Je suis arrivé face à une mer de nuages avec un volcan à 400 mètres de moi qui explosait comme un ouf tout le temps. Et c'était un coucher de soleil. Et il était 10 personnes à pouvoir voir ce paysage à ce moment-là.
Donc pour moi, c'est la plus belle photo que j'ai pu prendre de ma vie. C'est celle de ce volcan en éruption. Et c'est aussi le moment le plus fort. Enfin, littéralement, j'ai pleuré d'émotions, de joie, de plein de sentiments divers et variés en voyant ce volcan. Et là, j'ai des frissons rien que d'en parler. Ouais, bah, tu m'en donnes aussi. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, du coup. C'est ton expérience émotionnelle qui parle. Pas forcément les trucs les plus beaux, les plus reculés. Enfin, c'est l'expérience de l'émotion du voyage qui est intéressante. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus, les gens, et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui l'ont bien compris, hein, genre Airbnb, par exemple. Ok. Airbnb, par exemple, ils font les expériences aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voyage pas forcément pour se dire, vas-y, je vais en Italie pour faire l'Italie, entre guillemets. D'ailleurs, j'aime pas trop cette expression. J'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne. Ouais. T'es allé à Rome, t'as pas fait l'Italie. Une conquête guerrière. C'est ça. J'ai fait la bataille d'Italie. C'est ça, ouais, j'ai fait. C'est une expression assez française. Mais ça pour dire que je pense que de plus en plus, on voyage pour des expériences et pas forcément uniquement pour se dire, j'ai fait telle destination. Tu voyages avant tout pour aller à tel endroit. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir le tourisme. Là, tu vois, bientôt, je vais faire Paris-Vienne en train de nuit parce que les trains de nuit reviennent en Europe et c'est vraiment trop cool. Je suis tellement heureux de voir ce retour. J'ai fait 3 fois le tour d'Europe en train et tout, moi, donc j'adore le train de façon générale. Mais mine de rien, je vais aller à Vienne en train de nuit. Ça va être l'expérience limite plus, tu vois, que d'être à Vienne en tant que tel. Et c'est ça que j'adore, tu vois, c'est de vivre des expériences aujourd'hui. C'est dans le transport, c'est dans le voyage. Enfin, c'est tout l'univers du voyage. C'est-à-dire qu'à une époque, quand tu partais en voyage en bateau ou en train, exact. C'est le paysage que tu traverses. Ouais. Enfin, c'est ce sentiment d'avancer dans les terres et de découvrir des visages. C'est pas la destination finalement. C'est ça. Aujourd'hui, le voyage pour beaucoup de gens se résume à un point A et un point B. Ouais. Et ce qu'il y a au milieu, finalement, c'est le truc le plus chiant, c'est l'avion. C'est la 8 heures d'avion, c'est long. Mais en fait, ça devrait être le plus beau finalement. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement. Et tu as créé au fil du temps, en 10 ans maintenant, une genre de communauté de voyageurs, un peu comme toi, où tu as croisé des gens qui font un peu la même chose que toi dans d'autres pays. Et est-ce que tu as réussi à fédérer un petit groupe ou un club? Je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plein de potes qui sont aussi créateurs de contenu, déjà de façon générale, mais aussi dans le domaine du voyage. Mais on n'est pas énormément, en fait, dans le voyage, comme on le disait un peu plus tôt. Hein. Franchement, si on est une vingtaine de blogueurs voyage en France, à des niveaux divers et variés, et je parle bien sûr de blogueurs voyage, hein. Bien sûr qu'il y a des blogueuses lifestyle ou des gens qui vont parler de voyage, mais là je te parle de gens qui sont thématiques voyage. C'est entre 10 et 20 à vivre de ça en France. Et à l'étranger aussi, t'as rencontré des... Ouais, il y en a quelques-uns, effectivement. Il y en a quelques-uns, effectivement. Des mecs comme Fun for Louis, etc., qui étaient des grosses références dans le passé dans le monde anglophone. Des mecs comme... il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus 400 000, même à l'étranger. Ouais, c'est ça, c'est une petite communauté. Quand même. Ouais, on est une petite communauté. Mais à chaque fois, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, donc c'est trop cool. Parce que mine de rien, comme on le disait un peu plus tôt, blogueur voyage sans vendre ma thématique, je pense que c'est la thématique la plus exigeante de toutes les thématiques de l'influence. Parce que blogueur voyage, ça va impliquer qu'il va falloir t'organiser comme jamais pour partir en tournage. Ça va impliquer que quand tu vas partir en tournage, il va falloir te lever tôt, te coucher tard si tu veux bien faire les choses. Va falloir faire un énorme travail de recherche pour partager les bonnes anecdotes, les infos insolites qui vont plaire aux gens, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus exigeant que des gens qui vont... tester un produit beauté. Sans partir dans le jugement, mais mine de rien, voilà, typiquement, que de recevoir un produit beauté chez toi et t'expliquer, j'y connais rien en beauté, mais c'est pas la merde. Ce rouge à lèvres, il est cool pour ci ou pour ça, sans dénigrer ce menu-là, hein, vraiment, je suis pas là pour dénigrer. Non, ça demande un effort particulier, parce que, l'air de rien, tu fais à toi tout seul ou avec ton équipe le boulot d'une dizaine de personnes qui soit... si tu prends un parallèle télé, par exemple, ils vont faire des repérages, mais ils ont des fixeurs sur place qui vont faire le repérage. Ils vont avoir des caméramans, ils vont avoir des équipes de prod, plein d'équipes autour, qui finalement est concentré aujourd'hui que sur une personne ou quelques personnes de ton équipe, mais qui est finalement beaucoup de boulot en amont, pendant et après. Parce qu'il y a aussi l'après avec le montage. Parce que ça, c'est exactement autre chose, quoi. C'est énormément de taf. Les gens, ils vont voir la vidéo de 10-15 minutes sur YouTube, mais ils vont pas se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de taf. T'as déjà fait ça? T'as déjà fait une vidéo sur les backstage d'un voyage de A à Z? J'ai déjà fait une vidéo il y a pas si longtemps à l'île Maurice, parce que ça me faisait marrer. J'étais pour le travail à l'île Maurice, justement. Ça me faisait marrer de casser un peu le côté destination paradisiaque pour montrer que oui, je suis à l'île Maurice. Oui, c'est extraordinaire.
mais je vais vous montrer l'envers du décor. Et j'ai fait une vidéo sur justement l'envers du décor du métier de blogueur voyage, où je t'explique que là je suis en tournage en 10 jours, même pas, j'avais à peu près 10 jours à l'île Maurice. J'avais tourné 3 vidéos pour ma chaîne YouTube, j'avais tourné une vidéo pour Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. J'avais fait des stories, etc. Et c'est passionnant. Attention, encore une fois, je me plains pas. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non, mais t'as fait 4 prods. Mais j'ai fait 4 prods en 10 jours à peine. Ouais. Et je peux te dire que 4 prods en 10 jours à peine, pour avoir déjà bossé avec la télé, il y en a pas beaucoup qui en font autant, tu vois. Et ça me fait marrer aussi. Je reviens juste sur ce que tu disais avant, sur le côté, il y a beaucoup de prods, ils y vont à 10 pour faire des contenus, etc. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai bossé avec la Vendée, le département du coup à l'ouest de la France, magnifique département, vers Noirmoutier et tout. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, vraiment, mais c'est juste l'anecdote. Quand on avait envoyé la vidéo au client, la meuf m'a appelé, la directrice m'a appelé genre 1 heure après, affolée, mais dans le bon sens du terme, pour me dire mais qu'est-ce que tu m'as fait, quoi. Enfin, genre le rendu que tu viens de me produire, des fois il y a des boîtes de prod qui viennent à une dizaine, qui feront un truc moins quali, tu vois. Et c'est ouf comme aujourd'hui on peut créer des choses de malade avec un boîtier photo vidéo. Enfin, le monde a explosé, le monde de l'audiovisuel a explosé en quelques années avec les hybrides, etc. Tu peux faire des choses hyper quali avec un budget, je dirais, accessible. Bien évidemment, il va falloir sortir un ticket, mais il y a 15-20 ans, c'était pas possible, ça. Et n'empêche, si tu as des petites idées, si tu pars à 1 ou 2 personnes, tu peux faire des trucs, mais oufissimes, que certains, à une époque, faisaient à 10 ou 15, quoi. Ouais, bah, nous, on fait beaucoup ça, tu vois, avec nos influenceurs qu'on a chez Agence des influenceurs. On a les créateurs de contenu qui, aujourd'hui, font des prods télé. Hein. Ouais. Enfin, ils font des prods télé pour nos clients ou des prods avec du matériel professionnel, mais à 2 équipes, en 3 jours. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des nouveaux phénomènes de l'influence et des influenceurs ou créateurs de contenu. C'est qu'aujourd'hui, on va venir faire appel à votre talent de créateur de contenu. Avant tout, de vision aussi des choses qui ne sont pas des visions normées comme on peut avoir en production où il faut respecter un certain storyboard avec parce que c'est un métier, ils ont appris ça à l'école, donc enfin quelque part il y a des règles. C'est exactement ça. Et que finalement le créateur de contenu a pas de règles puisqu'il est autodidacte par définition et donc va interpréter plus les images qu'une boîte de prod qui va bien filmer, bien monter, bien mettre en boucle et ça sera un produit quasiment neutre. C'est ça, je pense, la force aujourd'hui des créateurs, c'est que vous y mettez votre vision, votre patte. Parce que si je donne 2 films à faire à 2 créateurs sur le même lieu, j'aurai pas les mêmes films. C'est sûr. Alors que si je prends 2 boîtes de prod, je peux avoir des similitudes. Je suis totalement d'accord et ça me fait penser au fait que moi j'ai été présentateur pour TF1 pour un programme web notamment. Il y avait des pubs de la télé, mais c'est surtout un web. Et j'avais accompagné Denisa Ekonomova, Christophe Beaugrand, enfin des gens de TF1 à la montagne, parce que c'était pour France Montagne, le client. Et ça m'avait un peu choqué, entre guillemets, de voir justement tout ce storyboard qu'on me donnait avant le tournage. En mode, alors là, tu vas devoir arriver de la droite de l'écran. Il y a Michel qui propose du snowboard qui va arriver de la gauche de l'écran. Vous allez vous rejoindre au milieu et vous allez vous serrer la main et vous dire bonjour. Mais moi, c'est tout ce que j'ai jamais fait, ce genre de choses. Et j'étais en mode, waouh, en fait, c'est pas du tout mon univers. Là, c'est l'eau et l'huile qui se rencontrent. Moi, quand je pars en tournage, bien entendu, je sais quand même ce que je vais raconter de façon générale. Là, j'ai fait une vidéo sur Bruxelles où je t'ai raconté les 10 choses que vous ne saviez pas forcément sur Bruxelles. Donc, j'avais déjà mes 10 anecdotes en tête avant le tournage et je savais où j'allais tourner. Mais j'avais pas mon script exact en tête sur comment je vais te dire cette anecdote-là, de quelle façon je vais faire mon plan d'illustre, etc., etc. Et effectivement, nous, dans le monde d'Internet, on est beaucoup plus flex, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on est peut-être plus authentique aussi sur le rendu final. Nous, des fois, on a des problématiques clients, tu vois. Alors, on leur expliquer qu'on va faire un film. Oui, mais c'est quoi le storyboard ? Enfin, c'est quoi le séquençage ? On donne des idées, des moodboards, mais on verra sur place. Et des fois, c'est difficile à faire passer parce que les gens sont habitués à avoir des plans très précis, parce que ça rassure tout le monde, ce que tu vas dire. parce que c'est un investissement, donc il faut justifier. Bien sûr. Mais bon, avec le temps, je dirais que maintenant, les marques, en tout cas, font de plus en plus confiance aux agences ou aux influenceurs en se disant, ça va le faire, quoi. Et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je vais travailler avec Bruno Maltor, c'est parce que je sais ce qu'il a fait avant. Et donc, je veux
des choses similaires. En tout cas, et là, pour le coup, ils seront pas déçus. Ouais, c'est ce que j'essaye à chaque fois, c'est quand on me contacte, je le vois assez vite. Si tu me connais un peu vraiment ou si tu me contactes juste parce que j'ai entre guillemets des gros chiffres, et encore des gros chiffres comparés à d'autres, voilà, toute humilité. Ou des mailings automatiques. Voilà. Tu peux recevoir, où tu vois juste le prénom qui change, mais c'est pas la même typo, donc t'es un peu cramé. Ou des fois, il n'y a pas, il y a le name. C'est ça. Hello, j'adore ce que tu fais. Voilà, bosse avec moi. Ils envoient ça à 200. Tu bosses sur des plateformes d'ailleurs ou pas? Enfin, tu t'es inscrit sur des plateformes de mise en relation influenceurs ou des choses comme ça, non? Souvent, on me contacte en direct, honnêtement. Ouais, c'est le plus simple me concernant, mais c'est parce que moi, comme je connais plus que personne, je pense, comment dire, mon identité, mes valeurs, ma vision des choses. Je trouve ça cool d'échanger souvent en direct, tu vois. Et comment tu vois aujourd'hui le monde de l'influence? Avec une dizaine d'années d'expérience entre le blogging et tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, on a parlé de la télé-réalité tout à l'heure. Ouais. Cette arrivée de télé-réaliteurs sur ce marché, finalement, et où le marché de l'influence en général, entre ce que peuvent être les agences, les partenaires, les marques, ou bien les influenceurs des nouvelles générations. Ouais. Comment tu vois ce marché aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi bouillonnant qu'à une époque ou... Je pense qu'il est en perpétuel renouvellement, ce marché-là. Et tu vois, quand je parlais de la vidéo, comment je gagne ma vie en tant que blogueur, que je vous invite à aller regarder si vous êtes curieux, il y a un moment où je parlais du fait que, selon moi, le monde de l'influence, il va obligatoirement s'auto-réguler au fil du temps. Que tu auras les créateurs qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, entre guillemets, en tout cas par passion à la toute base, qui sortiront un peu de l'épingle du jeu, notamment de ce monde-là, de l'influence avec les mecs de la télé-réalité. Donc, je pense que le monde de l'influence, il est en perpétuel renouvellement, en perpétuel questionnement aussi. On se pose tous des questions, moi le premier, sur comment être bien transparent avec ta communauté, etc. Enfin, tu as toujours des nouveaux challenges à te poser comme question, etc. Donc le monde de l'influence, il est toujours en renouvellement. Et il y a toujours des nouvelles plateformes et tout, donc c'est passionnant. Mais encore une fois, ce monde-là, moi je ne m'y associe pas toujours forcément, quoi. Comme on le disait, pour moi, un mec qui vient de la télé-réalité sans rentrer dans les gros préjugés, etc., il fait pas du tout le même taf que moi. Moi-même, je ne fais pas du tout le même taf qu'un mec qui est spécialisé sur TikTok uniquement et tout et tout. Donc, il est en perpétuel renouvellement, mais je trouve qu'il se structure dans le bon sens. De plus en plus, on nous contacte parce qu'on connaît déjà notre univers, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans encore. Moi, on me contacte aujourd'hui parce qu'on sait ce que je fais, parce qu'on sait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et ça fait gagner du temps de ouf, et pour le client, et pour moi-même, que de savoir déjà. Enfin, des fois, on me contacte en mode, on adore ce type de vidéo que tu fais. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc à faire ensemble? Ça n'empêche, c'est trop cool parce que ça veut dire qu'ils ont un peu réfléchi de leur côté et qu'ils savent qu'il y a moyen de faire un truc ensemble. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Et de plus en plus, on est transparent sur nos chiffres. Moi, je sais qu'à chaque collab que je vais faire avec une marque ou un office de tourisme, je vais envoyer un bilan à la fin de toutes les stats que j'ai pu obtenir via cette collab. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. La transparence, ça va dans les deux sens, avec tes abonnés, mais aussi avec les marques avec lesquelles tu collabes. Et c'est super important. Et tu vois, c'est un perpétuel renouvellement qui, je trouve, qu'on tend vers le mieux. Donc ça se professionnalise. Ouais. Il y a ce phénomène télé-réalité, effectivement, qui est un peu un phénomène qui va, à mon avis, disparaître tôt ou tard, parce que ça marche plus trop. Enfin, en tout cas, ça va s'auto-détruire, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça, c'est bien à part. Et aujourd'hui, tu as aussi senti dans les collabs, au début, les offices du tourisme, qui sont tes principaux clients, on va dire aujourd'hui, ou pas que, parce que tu as d'autres marques, tu es aussi ambassadeur Panasonic, je crois. Ouais, par exemple. Mais bon, ça, c'est lié au voyage et à l'image. Mais aussi où tu es passé de l'échange, qui peut être au début de l'échange nuitée, voyage, contre contenu, à maintenant de la rémunération, des cessions de droits pour l'utilisation de tes vidéos, par exemple, des photos. On a totalement commencé comme ça. T'as basculé, quoi, au tout début, je me rappelle mes premiers voyages, effectivement, t'es juste, entre guillemets, invité. Mais j'étais comme un ouf. Déjà fou, Mais mine de rien, après coup, tu te rends compte que t'as fait une vidéo, t'as fait plein de posts, t'as donné de la visibilité de malade à la destination, et comme tout le monde, c'est une entreprise, donc t'as besoin d'argent. Donc tu te rends compte que le modèle, il est pas viable de juste partir entre guillemets, encore une fois, parce que c'est extraordinaire, de partir gratuitement pour une destination. Donc oui, au fil du temps, la rémunération, elle est entrée en jeu. Mais la rémunération, elle permet de faire les choses de façon plus carrée, de façon plus organisée. Et atypiquement, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à demander à être rémunéré, on m'a encore plus respecté par rapport à mon taf. Et c'est ouf parce que tu vois, t'as ce côté genre, si tu demandes rien ou si tu demandes pas beaucoup, j'ai l'impression qu'on va encore plus exiger de toi
que si tu dis, bah voilà, ça va être tant. Et là, tout de suite, on se rend compte, ok, le mec, en fait, c'est un taf. C'est une boîte limite de prod. Il vient avec un cadreur. Tu vois, genre, tout de suite, il y a un respect. Ça peut aussi les rassurer en se disant, bah, c'est moins amateur, donc on est sûr qu'on aura un produit final. Ouais, Parce totalement. que finalement, quand tu es invité, là, on prend les modes RP. Ouais. C'est-à-dire que l'industrie du tourisme a énormément, et encore aujourd'hui, surfé sur les RP. Ouais, bien sûr. Donc c'est le principe, j'invite des journalistes, ils viennent visiter mon hôtel, ils font un papier c'est ça. Que je maîtrise pas, mais je croise les doigts pour que ce soit un super papier. Ouais. Donc ça les met en stress, quelque part. 100%. Même si maintenant c'est cadré, évidemment. Ouais. Et de se dire, je rémunère un influenceur, du coup, je m'assure quand même... Alors, après, tu peux dire, c'est pas bien aussi, mais... En tout cas, tu es libre de ton expérience. C'est ça, exactement. Mais ça les rassure dans le sens où il y a un produit fini qui va sortir et qui va relater ton expérience. Ouais. Et c'est ça qui les rassure peut-être aussi. Sans aucun doute. Mais j'imagine qu'il a fallu pour eux passer le stade RP à un collab. Il a fallu longtemps. Ouais, je pense pour qu'ils comprennent. Mais qu'ils aient les moyens aussi, peut-être, parce que c'était peut-être pas dans leur budget. Et ouais, surtout, ils n'avaient pas de budget dédié. Oui, il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas de budget dédié, qui vont préférer mettre 200 000 bahts dans la pub métro. Qui sert à rien. Je tire à balles réelles sur ce coup-là, mais mais vraiment ça me rend ouf. Tu sais, il y en a qui te disent bonjour, on n'a pas de budget, et vraiment, mais genre ils vont mettre des trucs à 6 chiffres dans du métro dégueulasse derrière, alors que les gens ils vont jamais être inspirés et se rappeler de ta destination pour une pub métro. Mais bref, du coup il y a encore aujourd'hui dans le tourisme qui est un secteur quand même qui est assez old school sur pas mal de points. Il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que le monde de l'influence, il est en perpétuel renouvellement, évolution, et il est passionnant pour ça aussi. Ouais. Mais quand même, je fais moins d'éducation qu'à une époque. Ouais. Tu vois, genre il y a 10 ans, moi, mon taf, c'est même pas d'être créateur de contenu, c'était d'être VRP des créateurs de contenu, d'expliquer aux gens. Expliquer la valeur ajoutée. Voilà, quoi. Genre j'ai une valeur ajoutée, je peux vous apporter des trucs, quoi. Et aujourd'hui, tu as d'autres marques avec qui tu collabores que les offices du tourisme ? Ouais, il y en a pas mal avec qui je vais bosser. Vraiment, c'est dans différents secteurs. Tu vois, par exemple, je pense à Ma French Bank, qui est une banque digitale qui appartient au groupe La Poste, qui propose une carte qui te donne du zéro frais à l'étranger. Mmh. On a déjà bossé ensemble l'année dernière, on va rebosser ensemble cette année. Et ça, c'est trop cool d'ailleurs. Tu vois, d'écrire des histoires sur du long terme, parce qu'en tant que créateur, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise sur ton discours. Tu vois, tu parlais aussi de Panasonic, j'ai déjà bossé avec eux dans le passé, on bosse souvent ensemble. Je trouve ça super intéressant. Ça te permet d'être beaucoup plus pertinent sur ton discours sur du moyen long terme que de dire un jour... Oh, voici cette carte bancaire, le lendemain une autre, le surlendemain encore une autre. Non. Moi, c'est tout ce que je veux éviter en fait. Moi, je veux que mon discours il soit viable, il soit pertinent, et donc bosser avec les marques qui m'inspirent et que j'inspire aussi par la même occasion. Et c'est ça les vraies belles collabs. Ouais. Et est-ce que tu as une personne que tu rêverais de rencontrer ? Une personne que tu n'as pas encore rencontrée parce que tu as quand même accès à pas mal de gens ou d'opportunités. Ça aussi, c'est un des avantages du métier, c'est que tu rencontres des gens que tu as toujours rêvé de rencontrer. Mine de rien, moi, j'avais un peu... une des personnes qui m'inspirait beaucoup, c'était Yann Arthus Bertrand, par exemple, quand j'étais jeune, avec tout ses reportages, etc. Et j'ai eu la chance de faire une vidéo sur ma chaîne avec Yann Arthus Bertrand chez lui. Genre, enfin, moi, c'était... Tu vois, c'était même pas, évidemment, c'était pas une collab et tout, c'était juste... ça vaut toutes les collabs du monde d'avoir pu faire une vidéo avec Yann Arthus Bertrand chez lui qui t'expliquait, ah bah ça, tu vois, c'est un os de girafe qui est décédé devant chez moi quand j'habitais au Kenya, je me suis levé le matin, enfin bref, waouh, ça vaut tout l'or du monde. Après, des gens que tu rêves de rencontrer, il y en a toujours beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais c'est des gens qui m'ont inspiré dans ma jeunesse, comme Antoine de Maximi, par exemple, avec J'irai dormir chez vous. Ce mec-là, il m'a toujours inspiré. Je me faisais des crêpes le dimanche après-midi à 15-16 ans en regardant J'irai dormir chez vous, parce que c'est ce genre de mec qui m'inspirait de ouf. Mais Antoine, ça me ferait trop kiffer de rencontrer des mecs comme ça qui ont été les inspirateurs aussi de ma passion qui est le voyage, quoi. Mike Horn, c'est quelqu'un qui est... Mike Horn, aussi, bien sûr. Tu vois, il y a des explorateurs, qui est plus dans l'exploration que plus dans l'exploration extrême, etc. Plus taf. J'ai vu une conférence de lui il y a quelques temps qui était super inspirante et super intéressante sur le côté faut sortir de sa zone de confort et tout et tout. Ouais, enfin tous ces gens-là, il y a tellement de monde que je rêverais de rencontrer. C'est compliqué d'en sortir une seule de personne. Mais mine de rien, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes extraordinaires sur mon chemin et ça fait partie des chances que j'ai en fait de pouvoir casser les barrières et de rencontrer, mais tu sais, des fois même tout bêtement des directeurs généraux d'une marque que j'aurais jamais pu croiser en 20 ans de boîte chez TF1, tu vois. Genre, c'est un truc de ouf. Ce métier, il me permet de rencontrer des gens hyper inspirants que j'aurais jamais pu espérer rencontrer
Si ce n'est avec ce métier. Bon, avec tout le travail qu'il y a derrière, parce que c'est pas tous les mais créateurs. c'est les joies du métier, quoi. Ouais, voilà. C'est ça qui est sympa. Et alors, j'ai une rubrique dans le podcast, là, une nouvelle rubrique, association d'idées. Donc, je vais te donner 2-3 mots. Il faut que tu me répondes tac au tac. Okay. Qu'est-ce que ça t'inspire, tu vois? Ok. Donc, si je te dis écologie. Train. Avion. Train. Ah, d'accord. Office tourisme. Renouvellement. Très bien. Bon, donc ça change. Du coup, maintenant, on va faire qu'on développe. Non, pas du tout. Non, c'est intéressant. Enfin, le train, du coup, c'est une thématique forte chez toi. C'est une thématique forte, mais en fait, c'est une thématique forte parce que j'ai la chance de pouvoir avoir le temps, encore une fois. Moi, je suis quand même assez objectif sur ce sujet-là. On parlait juste avant du fait que je vais aller en train de nuit jusqu'à Vienne. C'est dans le but d'aller aussi derrière jusqu'en République tchèque où j'ai vécu à une époque, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais moi, via mon métier, j'ai eu la chance de... C'est au tout début, on en a parlé. On a dit que tu avais ton siège social à Prague. Avec ton stagiaire. Mon siège social n'était pas à Prague. Mon siège social a toujours été en France. Pardon. Attention. Ton bureau. Ouais, c'est ça. Mais j'avais un appart et tout en République tchèque. Après, je vivais à Budapest. Après, j'ai vécu à Lisbonne. J'ai vécu un peu partout avec mon taf en mode digital nomade. Et attention, le digital nomadisme, c'est pas forcément aller à Cancun pendant 3 jours et enchaîner pendant 3 jours à Bali ou je ne sais quoi. Moi, quand j'habitais quelque part, en général, c'était sur une année entre mes voyages et tout. Et c'était passionnant, tu vois. Faut pas croire qu'un digital nomade doit forcément... Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le digital nomadisme où je conseille aux gens de ne pas bouger tout le temps. Parce que si tu vas 3 jours à Bali, 3 jours à Tokyo, 3 jours à Shanghai, je peux te dire que tu seras déjà toi-même cramé après 10 jours. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, tout ça pour dire que le train, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir le prendre en mode long terme parce que mon taf fait que j'ai pas de prérequis d'un point de vue... temps aussi important que certaines personnes qui sont en CDI, qui veulent partir à droite, à gauche pendant quelques jours. Mais en tout cas, j'essaye en Europe, tant bien que mal, de favoriser au maximum le train de nuit qui revient et c'est trop bien, afin de limiter au maximum mon empreinte carbone. Après, je vais pas mentir, l'avion, je vais encore le prendre dans ma vie. Oui, t'as pas le choix des fois. J'ai pas le choix, par exemple, je vais aller voir mon meilleur ami Arnaud qui habite à New York, qui est papa depuis peu. Et je suis le parrain, donc après 10 ans de lobbying, j'ai eu le rôle de parrain. Je vais aller le voir et effectivement, je vais y aller en avion quand même, parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe d'y aller en bateau ou je ne sais quoi. Mais du coup, le train, je vais le favoriser autant que possible dans le voyage, parce qu'aujourd'hui, tu es conscient que le train est beaucoup moins impactant sur la planète que d'autres moyens de transport. Donc, vous ne me verrez jamais dans un train... dans un avion, du coup, lapsus. Vous me verrez jamais dans un avion Paris-Lyon. Parce que pour moi, ça ne devrait pas exister, ça, aujourd'hui. Tu vois. Même à Paris-Marseille, enfin, tous ces trajets que tu vas faire en avion et qui prendront plus de temps, in fine, en avion, parce qu'il faut aller à l'aéroport, il faut faire le check-in, il faut attendre. Mine de rien, à l'avion, tu perds 2 heures aller, 2 heures, enfin, tu perds 2 heures pour aller à l'aéroport, pour une heure de voyage, faire tout ça. Et tu n'arrives même pas dans le centre-ville. Contrairement au train, où moi je trouve ça beaucoup plus agréable, et je parle même pas du côté environnemental. Le train, c'est tellement plus agréable pour taffer, pour te poser, pour juste apprécier le paysage. Et en France, on a une chance inouïe d'avoir le TGV. Je sais qu'on aime bien charrier la SNCF et tout, mais quand tu voyages un peu partout autour du monde, tu te rends compte qu'on a une chance inouïe d'avoir un pays qui est vraiment bien quadrillé d'un point de vue train, quoi. Et moi, j'aime trop prendre le train. Donc, hommage à ce qui est SNCF et tout. Franchement, autant que je peux, je prends le train. Et encore une fois, je suis ravi du côté train de nuit qui revient en Europe. Là, la ligne Paris-Vienne a réouvert en décembre dernier. Je suis ravi de pouvoir prendre le train de nuit qui m'amène jusqu'à Vienne, d'en faire une vidéo dédiée sur ma chaîne. Et j'espère pouvoir inspirer des gens à le faire. Après, il y a plein de problématiques. Tu m'as donné envie déjà. J'espère. Ah ouais, mais j'attends la vidéo. J'espère. Non, ça va être super intéressant. Après, il y a plein de problématiques, encore une fois, par rapport au budget. Tu vois, aujourd'hui, le train de nuit peut même parfois coûter plus cher que l'avion. Donc, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est toute... Mais l'expérience est différente. Enfin, normalement, l'expérience est différente. Un service. J'imagine que tu as un service dans le train de nuit, tu as des couchettes. Enfin, ouais, c'est une expérience. C'est pas le train de nuit basique. Enfin, voilà. C'est autre chose. Ouais, T'as déjà fait l'Orient Express, enfin tout ce qui est train un peu mythique comme ça? J'ai fait, alors j'ai traversé le Canada d'est en ouest en train, donc qui est quand même le Canada qui est quand même le 2e plus grand pays du monde, donc c'est la 2e plus longue voie ferrée du monde, et c'est extraordinaire comme expérience. Et effectivement, ça te, comme j'aime le dire, tu prends le temps de prendre le temps en fait. Effectivement, Toronto-Vancouver, j'aurais pu le faire en 4 ou 5 heures.
boum, c'est bon, j'arrive à Vancouver, c'est cool. Mais là, il m'a fallu des semaines parce que j'ai pris le temps de m'arrêter là où je le voulais, dans les Rocheuses canadiennes, etc. Mais c'est ça le voyage, en fait. C'est l'aventure aussi du voyage. Moi, c'est ce que j'adore en tout cas. Et voilà, encore une fois, ceci étant dit, je vais pas te dire que je suis parfait, etc. Loin de là, je sais que je vais aller aux USA cette année et je sais que je vais prendre un vol pour ça. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, c'est de montrer l'exemple autant que possible sur tous les voyages où je pourrais le faire. Et typiquement, l'année dernière, j'aurais très bien pu aller au Mexique ou à Dubaï, comme beaucoup de mes compères créateurs de contenu, et je vais pas les critiquer. Pour autant, 90% des vidéos que j'ai produites l'année dernière ont été réalisées en France métropolitaine. Alors que j'aurais très bien pu aller un peu partout autour du monde. Il y avait beaucoup de frontières ouvertes, le Brésil, le Mexique, etc. J'essaye quand même au maximum de donner des idées de voyage qui sont cool et qui te forcent pas à partir au bout du monde. Et si je pars au bout du monde, j'essaye de donner des messages cool, pas juste dire va en Inde pour aller au Taj Mahal. Quand je suis allé en Inde, je suis allé au Madhya Pradesh, qui est une des régions les moins explorées du pays. J'ai essayé de montrer, des choses alternatives. Mais c'est un sujet qui est passionnant et qui mériterait qu'on en parle pendant 3 heures. Écoute, on fera peut-être un deuxième épisode ensemble sur une autre thématique que le voyage. Mais du coup, dans tes voyages, est-ce que tu emmènes un bouquin avec toi à chaque fois ou tu as un livre préféré que tu emmènes avec toi tout le temps? J'emmène mon smartphone. Ah, c'est bien. C'est un livre qui se met à jour tout le temps. C'est un livre qui se met à jour tout le temps. Honnêtement, je ne lis pas assez. Et je le concède envers moi-même tout le temps. Je me dis, putain, je lis pas assez, je lis plus, tu vois. Mais c'est peut-être par manque de temps, et encore le temps, quand on veut vraiment, on peut le trouver. C'est que j'ai perdu l'habitude. C'est un peu comme la course à pied, j'imagine. Course à pied, petit à petit. Course à pied, au début, moi je me suis remis à la course il y a 2-3 ans. Au début, putain, ça te fait chier de recourir. Et au fil du temps, tu commences à kiffer, quoi. Peut-être qu'il faudrait que je me remette à lire tout doucement, et ça me fera kiffer aussi. Mais je lis pas assez. On arrive à la fin de l'entretien, mais est-ce que tu aurais un conseil à un jeune créateur de contenu qui débute? Si tu avais un conseil à lui donner aujourd'hui. Le conseil que je pourrais te donner, c'est sois créatif, notamment dans le domaine du voyage. Il y en a plein qui me contactent et qui me disent « Oh, salut, je me lance sur Instagram, tu peux me dire ce que t'en penses ?» Il met des photos de la Tour Eiffel en pleine journée, etc. Et tu sais, j'ai envie de dire, en fait, la photo de la Tour Eiffel que tu me proposes là, malheureusement, on l'a déjà vue 400 millions de fois. Donc, ça ne sert à rien de poster cette même photo qu'on a déjà vue. Donc, sois créatif, sois régulier. Et surtout, sois passionné, en fait. Ça va paraître un peu bidon comme conseil. Mais la passion, si tu l'as pas dès le début sur la thématique sur laquelle tu te lances, franchement, après 6 mois, tu vas arrêter, quoi. Parce que c'est trop de travail. Ouais, et puis ça se voit, du coup. C'est ce côté aussi authentique et passionné qui fait venir les gens. Parce que sinon, ça décolle pas, quoi. En plus de ça, je pense. Donc la passion, elle est vraiment nécessaire. Va pas sur une thématique juste parce qu'elle est à la mode et tout. Mais vas-y vraiment parce que ça te passionne à 300% et que tu te lèves le matin en te disant... ça me ferait kiffer de parler jour et nuit de cette thématique-là. Et il y a encore plein de thématiques qui sont pas forcément explorées, qui peuvent être hyper intéressantes. Faut pas forcément chercher la thématique générale. Moi, j'ai un blog voyage généraliste, mais c'est parce que je me suis lancé en 2012. Mais si je devais me relancer aujourd'hui, peut-être que je ferais un truc lié à une thématique en particulier. Tu vois, le voyage en France ou le voyage en Europe, j'en sais rien. En train. Ouais, par exemple, en vrai, sans aucun doute. Ça pourrait être super intéressant. Mais essaye de trouver une thématique qui fait que tu seras peut-être le leader d'opinion sur ta thématique en particulier. Bref, des conseils, il y en a beaucoup à donner. Mais ces 3-là, déjà, régularité, créativité et passion, c'est la base, mais il n'y en a pas beaucoup qui le prennent en compte. Bon, en tout cas, tu es toujours passionné au bout de 10 ans. Ça fait plaisir. Écoute, on se donne rendez-vous bientôt, peut-être une deuxième épisode. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Grave. Merci Bruno. Merci en tout cas, à très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.